Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV et comme tous les jours dans cette émission, on aborde ensemble les sujets qui vous concernent et qui concernent notre région. Notre dossier du jour est consacré à l'aide sociale à l'enfance en Ile-de-France après la publication de cette vidéo extrêmement choquante où un jeune garçon de 8 ans a été tondu par ses éducateurs. Une humiliation, image de la maltraitance qui sévit parfois dans les foyers de l'aide sociale à l'enfance. La mère du jeune Elliot a porté plainte et les associations militent pour la proposition de loi qui vise à garantir un avocat d'office à chaque enfant placé. On continue à en parler avec nos invités et ce dans une minute. En culture, on vous raconte le marché de Noël de la Villette. 100 chalets d'artisans sont réunis autour d'une patinoire et d'une grande roue pour vous aider à entrer dans cette période des fêtes de fin d'année avec cette magie de Noël qui opère à un peu plus d'une semaine du début des festivités. Le Figaro Histoire nous raconte enfin le retour des cendres de Napoléon aux Invalides. Ça sera tout à l'heure avec Geoffroy Caillet. Vous avez certainement vu passer cette vidéo dans laquelle un jeune de 8 ans subit un acte de maltraitance dans son foyer de l'aide sociale à l'enfance à Paris. Il a été tondu par des éducateurs qui ont ensuite partagé cette vidéo sur une boucle WhatsApp interne. Regardez l'image qui s'affiche à l'écran. La mère du jeune garçon a bien sûr porté plainte. Je vous propose qu'on en discute avec nos invités et puis qu'on discute de cette situation de nos foyers d'aide sociale à l'enfance, de la situation générale. On va en parler avec vous, Aïda Adizadeh. Vous êtes députée PS du Val d'Oise. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de votre invitation. Vous êtes accompagnée en plateau d'Isabelle Clanet-Lamani. Vous êtes avocate au barreau des Hauts-de-Seine, spécialiste en droit des enfants. Également avec nous, Lies Loufoque. Vous êtes militant pour les droits des enfants. Quand vous découvrez cette vidéo, tous les trois, quelles sont les émotions qui vous traversent de manière assez spontanée ? De la colère d'abord, de la colère parce que ce n'est malheureusement pas la première fois que ce genre de fait se produit. Je pense à une enquête qui a été réalisée par vos confrères du Nouvel Obs et publiée en 2020 qui relatait des faits exactement identiques dans un foyer du Bas-Rhin où des enfants étaient tondus par leurs éducateurs. Malheureusement, ce sont des éducateurs qui, des mois après la révélation de ces faits, sont quand même restés en poste. Ce que l'on observe dans cette situation, et ce qui, moi, me paraît complètement scandaleux, c'est que les faits se sont produits au mois de février 2025, révélés dès le mois de mars au directeur de l'association ainsi qu'à la magistrate en charge du suivi de cet enfant, à la juge des enfants en charge du suivi de cet enfant. Et il aura fallu attendre le mois de décembre pour qu'une mise à pied soit prononcée à l'encontre de cette personne et qu'une enquête soit ouverte, ce qui est quand même extrêmement grave, puisqu'en attendant, des enfants ont continué de vivre dans ce foyer. Un foyer qui, sous la responsabilité de ces éducateurs. Exactement. Est-ce qu'on peut affirmer que c'est de la maltraitance, madame ? Oui, Lies Loufoque parlait tout à l'heure de colère, mais pour nous qui sommes habitués à porter la parole des enfants, c'est vrai que de réaliser qu'il s'est passé tous ces mois sans que cet enfant ait une voix, une existence, une parole et soit resté muré dans le silence. Il a fallu attendre le mois de novembre pour qu'on apprenne que ces faits s'étataient déroulés en février. C'est plus possible. Alors, pour ma part, deux choses. Vous vous demandiez si c'était de la maltraitance. Oui. Si c'était une maman ou un papa qui avait fait asseoir son enfant et qui, pour le sanctionner, le punir, l'avait rasé puis avait partagé sa photo sur une boucle familiale, et si la société, l'école, je ne sais pas, un éducateur avait appris ça, il aurait fait une information préoccupante. Tout à fait. Et un signalement, et l'enfant aurait pu être placé. Là, un enfant placé a vécu ce qui est une violence inouïe. Donc le système qui est censé protéger nos enfants qui sont déjà en danger ne fonctionne pas. Ne fonctionne pas. Et ça, c'est pas moi qui le dis de mon petit point de vue, c'est une commission d'enquête parlementaire sur les dysfonctionnements de l'aide sociale à l'enfance qui a établi dans un rapport de 300 pages que ce sont des violences institutionnelles systémiques. Évidemment, quand on dit ça, on ne dit pas que tous les éducateurs violentent et que toutes les familles d'accueil sont Il y a des gens formidables qui s'occupent de ces enfants et qui en prennent soin. Mais il y a des cas systématiques comme celui-ci qui se répètent. Il n'y a pas de garde-fou, il n'y a pas de contre-pouvoir qui est mis. Et quand vous avez des lieux clos où ces violences sont possibles, il n'y a pas de contre-pouvoir, il n'y a pas de processus de signalement. Tout à fait, c'est ce que l'IS a décrit. 10 mois pour que l'affaire éclate et que des sanctions soient prises.
Si c'est pas de l'impunité, moi je sais pas comment ça s'appelle. Aïda Adizadeh a tout à fait raison, c'est-à-dire que quand ces enfants subissent des maltraitances dans leur famille, tout le monde a de l'empathie, a envie de les aider, de les sauver, de saisir la justice, la protection de l'enfance pour que des mesures soient mises en œuvre. Et puis quand l'enfant intègre le système de protection de l'enfance, c'est comme si sa vie était démonétisée, comme si elle ne valait plus rien et l'empathie disparaît. Et ça, c'est extrêmement préoccupant. Ça dit beaucoup, je trouve, de notre société, du regard qu'on pose sur ces enfants. Il y a une stigmatisation à leur égard qui est encore extrêmement forte. On les assimile. Que cette stigmatisation vient de quoi? Du contexte on va se le dire clairement. Les gens pensent encore trop souvent dans notre pays qu'un enfant placé, c'est par nature un enfant de cassos qui deviendra lui-même un cassos. Voilà la réalité. C'est ce stigmate social qui pèse encore sur leurs épaules, alors qui est le fruit d'un héritage historique. Les enfants placés dans notre pays, que ce soit à la DAS, à l'assistance publique, ont toujours eu une réputation d'enfants à problème. Et évidemment, ça se retourne contre eux dans le cadre de leur prise en charge par le système de protection de l'enfance. Donc il faut vraiment qu'il y ait une réflexion collective beaucoup plus large que celle que nous sommes en train de conduire actuellement, qui vienne interroger aussi la perception que l'on a de ces enfants. Parce que c'est absolument anormal que les violences subies dans le système de protection de l'enfance soient plus graves que les violences subies dans sa propre famille. Et pour exemple, il y a une statistique qui a été avancée par le syndicat de la magistrature qui est très intéressante. 77% des juges des enfants ont déjà renoncé au moins une fois à prendre une mesure de protection pour un enfant en danger parce qu'ils estimaient que le placement serait plus préjudiciable que le maintien dans sa famille biologique. Je rappelle qu'un enfant est tué par ses parents tous les 5 jours dans ce pays et que parmi eux, près de la moitié vivaient dans des familles déjà suivies par des services sociaux. Donc ce sont des morts que nous aurions dû, et pas seulement pu, mais que nous aurions dû éviter. Et malheureusement, notre système aujourd'hui est tel... Il est défectueux. Non, mais il est même plus défectueux. Là, ce mot, on emploie des mots à chaque fois. Il est à bout de souffle, il est défectueux, il fonctionne plus. Non, on va se le dire, notre système de protection de l'enfance n'existe plus. On a aujourd'hui un système qui n'est ni en mesure de remplir sa mission première, qui est quand même de sauver des vies, ni de fournir une suppléance parentale durable et solide, y compris dans la sécurité affective qu'on est capable de l'aide sociale à l'enfance. C'est ça. Donc je ne vois pas de quel système de protection de l'enfance on parle. Et ce n'est pas des faits nouveaux. À l'assistance publique, c'était la même. À la DAS, c'était encore pire. Et aujourd'hui, à l'ASE, on n'a plus les mots pour décrire la situation. Donc aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est une vraie réforme d'ampleur de notre système. Il faut tout complètement raser pour reconstruire. Moi, ça, j'en suis convaincu. Alors, on est bien conscient que ça ne se fera pas du jour au lendemain. Et c'est pour cela qu'il y a des mesures intermédiaires à prendre. Et la présence automatique, systématique d'un avocat auprès de chaque enfant placé est le minimum que nous devons leur garantir. On va parler évidemment de cette proposition de loi qui est très intéressante. J'aimerais qu'on rappelle rapidement, mettre les contours de l'aide sociale à l'enfance. Quand est-ce qu'un enfant est placé dans un foyer ? Alors, un enfant est placé dans un foyer quand il est considéré en danger, dans sa famille. Il ne peut pas être maintenu dans sa propre famille. Voilà. Et donc, c'est le juge des enfants qui prend cette décision et qui ensuite va suivre l'enfant tous les 6 mois ou tous les ans pour vérifier que, théoriquement, quand tout va bien, que son évolution est satisfaisante. Est-ce que ça intervient aussi quand la famille et les proches ne sont plus en capacité de s'occuper de leurs enfants? Alors, théoriquement, il faut privilégier des solutions d'entourage et familiales. C'est ce que vous expliquiez tout à l'heure. C'est quand on a épuisé toutes les solutions autour de nous qu'on se tourne vers cette solution. C'est ça, et ça a été rappelé en 2022 dans la loi Taquet. Ça n'est pas la réalité. Et moi, avocat, il m'est arrivé régulièrement d'avoir des grands-parents qui se manifestent en disant « mais nous sommes là, nous connaissons l'enfant, nous le recevons à chaque vacances » et d'avoir une audience où l'aide sociale à l'enfance va nous dire « ah, on n'a pas pu vérifier la faisabilité. Donc, on va placer l'enfant, puis on verra ensuite, ce qui se passe, le jour où on aura réussi à vérifier la faisabilité. » Rapidement. Très rapidement, ça pose la question, alors certes des moyens, mais aussi de la présence suffisante ou non de professionnels à l'aide sociale à l'enfance. Et aujourd'hui, on a une vraie pénurie dans le travail social. De moyens humains, bien sûr. Bien sûr, et qui a des conséquences extrêmement préjudiciables. Il faut savoir que l'aide sociale à l'enfance, c'est l'un des seuls secteurs qui accueille des mineurs, alors en plus les plus vulnérables de la nation, qui ne fait l'objet d'aucune régulation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation d'avoir un diplôme pour s'en occuper, il n'y a pas l'obligation d'avoir eu à minima une formation dans le travail social pour exercer dans un établissement de l'ASE. Il n'y a pas de ratio d'encadrement. Voilà, et il n'y a pas non plus de ratio d'encadrement. Si cet enfant a subi des maltraitances dans ce foyer, et je peux vous assurer que ce n'est malheureusement pas le seul enfant à avoir subi des maltraitances dans ce foyer, puisque nous avons dans nos collectifs un camarade, Mamedi, qui lui-même a été placé au foyer de Jenner et qui lui-même a subi des faits similaires à celui du petit Elliot, eh bien, c'est probablement un établissement dans lequel il n'y a pas assez de gens en présence et encore moins de gens formés. Nous, ce qu'on demande
demande depuis des années, c'est que la loi vienne fixer des ratios d'encadrement. Quand vous mettez vos enfants dans des centres de loisirs, des colonies de vacances, etc., la loi va vous dire il faut un professionnel diplômé pour tant d'enfants en fonction de leur tranche d'âge. Eh bien, il faut avoir en tête que ces normes n'existent pas en protection de l'enfance. Vous pouvez vous retrouver seul, sans diplôme, sans formation, à gérer un groupe de 40 enfants. Et on imagine les risques. Sans que ce soit illégal. Bien sûr. Donc aujourd'hui, on a besoin de normes, de ratios d'encadrement, et c'est urgent au regard des conséquences que ça a, et des conséquences durables sur la vie de ces enfants. Adultes. Madame la députée. Oui, on a besoin d'une politique publique exigeante au niveau. Ce que vient de décrire Liès Loufoque, c'est l'absence de volonté politique globale pour mettre fin à ces violences. Il n'y a pas de moyens, mais il y a surtout, au-delà des moyens, une exigence. Enfin, il n'y a pas de moyens. Il y a 12 milliards d'euros qui sont mis sur la table. Mais moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que c'est la politique publique la moins efficiente. Avec 12 milliards d'euros, les résultats qu'on obtient, il y a un problème. Quand vous avez un sans-abri sur 4 qui vient de l'aide sociale à l'enfance, c'est une machine à produire du sans-abrisme. On aurait un jeune sur 4 qui sortirait du système scolaire en échec. Tout le monde serait d'accord pour dire que le système scolaire échoue. Bien sûr. Mais là, un sur 4 né en France. Tu as tout précisé parce que c'est. Si on doit se tutoyer, vous voyez, parce qu'on se connaît beaucoup. Mais il a tout à fait raison. En fait, moi, je le compare à. Si on ramène ça à d'autres types de politiques publiques. Si à l'école, on avait un écolier sur 4 qui sortait en échec scolaire absolu, on serait tous là à dire il y a un problème, il faut réformer l'école. C'est déjà des questions qu'on se pose alors qu'on est sur des ratios moins exactement, inquiétants. On a quand même, exactement, et on a raison de se poser ces questions-là. Je suis la première à dire qu'il faut aussi faire évoluer notre système scolaire. Si dans notre école publique, on avait 12 enfants qui étaient morts depuis juillet 2024, ça serait le branle-bas de combat, le ministre de l'Éducation nationale aurait déjà sauté, toute la société aurait pris ce problème à bras-le-corps. Moi, je suis convaincue d'une chose. Les citoyens sont sensibles à ce sujet. Je vois les retombées qu'on a depuis le vote unanime de cette loi jeudi dernier, jeudi 11 décembre. Le nombre de partages, le nombre de likes, le fait que vous-même, et je vous en remercie encore, vous vous intéressez, les citoyens sont sensibles à tous les drames qui touchent l'enfance. Le problème à l'heure actuelle, c'est que c'est une succession de faits dramatiques, on pourrait dire de faits divers, je n'aime pas ce terme-là, mais de faits qui se superposent. Et à chaque fois, il y a de l'émotion populaire, et évidemment que les citoyens veulent qu'on mette fin à ça. Mais c'est aux politiques de prendre le relais. C'est aux politiques de dire, on a bien compris que tous ces petits points font une ligne, et que si on veut que la ligne change de trajectoire, il va falloir mettre les moyens. Il y a un ministre de la francophonie, il n'y a pas de ministre de l'enfance. Il n'y en a plus, parce que le président de la République a fait le choix de le supprimer. C'est ça. C'était un secrétaire d'État, d'ailleurs. Non, alors, attention, parce qu'en fait, quand Emmanuel Macron est élu président de la République en 2017, c'est la première décision qu'il prend. Il supprime le ministère de l'Enfance qu'on avait, pour lequel on s'était fortement mobilisé. Comment est-ce que vous l'avez interprété ? Comment je l'ai interprété comme du je m'en foutisme par rapport à cette politique publique. Voilà, quand on décide de supprimer un ministère d'une telle importance, c'est qu'on considère que ce sujet n'en vaut pas la peine. Oui, c'est qu'on considère déjà que ce sujet n'est pas suffisamment important. Alors après, il a fait marche arrière, parce que suite à la chaîne de scandales et à la diffusion de plusieurs documentaires, il nomme un secrétariat d'État en charge de la protection de l'enfance en 2019. Et puis là, il y a 2 ans, même pas, il a de nouveau refait le choix de supprimer ce ministère, entraînant en quelque sorte une instabilité politique très forte pour notre écosystème, puisque n'ayant plus d'interlocuteurs. Donc ça aussi, c'est à interroger, parce qu'on a un président de la République qui se contredit en disant, il l'a réaffirmé au second tour de l'élection présidentielle, qu'il souhaitait faire de la protection de l'enfance une priorité de son quinquennat. On a du mal aujourd'hui à voir les actes qui montrent qu'on est dans le cadre d'une priorité absolue. Et pour prendre un autre exemple, un enfant de l'aide sociale à l'enfance a une espérance de vie de 20 ans inférieure à la moyenne nationale. Tout à fait. C'est les chiffres que j'ai sous les yeux de Céline Gréco qui en effet rappelait tout à fait si la France aujourd'hui était confrontée à une pathologie qui nous faisait perdre 20 ans d'espérance de vie, je pense que ça deviendrait une politique de santé ultra prioritaire. On a vu la crise qu'a générée la pandémie du Covid-19 Tout à fait. en France. Et là, c'est une réalité. Et... Ça vient de quoi, pardon ? Les 20 ans d'espérance de vie de moins. En fait, c'est l'effet de traumatismes violents qui n'ont pas été traités, qui n'ont pas été guéris. Donc c'est des violences psychologiques, psychiatriques ? Non. Alors c'est ça qui est très intéressant, c'est que Céline Gréco a une image que je trouve saisissante. Elle dit quand vous rencontrez un ours dans la forêt, votre corps va produire une série d'hormones pour pouvoir soit fuir, soit attaquer l'ours. D'accord. Cortisol, adrénaline, tout ça. Quand vous rencontrez des situations de violence chez vous, dans votre famille ou dans vos lieux de placement, tous les soirs, votre corps va produire ces effets-là. Et donc, de manière
physiologique, votre corps va être détraqué. C'est des risques supplémentaires de maladies cardiovasculaires, d'AVC, de cancer, de etc. diabète. Donc tout ça, évidemment, c'est des coûts induits aussi par la société. Il y a un deuxième chiffre, je pense que vos auditeurs devraient impérativement connaître, puisqu'on parle beaucoup de santé mentale en ce moment. Les enfants placés ont 122 fois plus de risques d'être hospitalisés en psychiatrie que les enfants en population générale. Voilà. Donc il y a bien un enjeu de santé publique à s'occuper des enfants placés. Alors il y a un enjeu d'humanité, évidemment, parce que ces enfants sont confiés à la puissance publique sur décision de justice et donc nous en sommes tous responsables. Oui, il y a un enjeu de santé publique parce que leur état de santé est absolument déplorable. Et puis il y a un enjeu plus global sur les coûts que ça a pour l'ensemble de la société. C'est des jeunes que vous allez retrouver 13 fois plus déscolarisés avant l'âge de 16 ans que les autres jeunes en population générale, avec un risque accru de devenir sans domicile fixe, en prison, en psychiatrie, sur le trottoir, en prostitution. Donc tout ça, c'est des choses... Ça représente un coût social évident. C'est phénoménal. C'est phénoménal. Donc tout l'argent que nous n'investissons pas ou que nous investissons mal... On le dépense autrement derrière. Voilà, c'est-à-dire que ça nous coûte beaucoup plus cher. On pense faire des économies qu'on ne fait pas. Oui. Sur ce sujet, sur les problématiques réelles dans, par exemple, ces foyers de l'aide sociale à l'enfance. On rencontre évidemment, vous l'avez rappelé tout à l'heure, des problèmes de moyens humains, donc des problèmes de recrutement, des problèmes de moyens financiers aussi. Est-ce que si on comble les trous comme ça en se disant il faut recruter tant de personnel pour avoir un nombre d'encadrants suffisant, il faut réinjecter tant de millions d'euros pour réussir à sauver la situation. Attention qu'on s'entende, il y a le budget pour recruter, c'est juste qu'il n'y a personne pour occuper ces fonctions. En fait, le budget est là. De désirabilité de la profession. Mais évidemment, mais pourquoi ? Parce que dans les années 80, un éducateur spécialisé à l'ASE était rémunéré 2,5 fois le montant du SMIC. Aujourd'hui, c'est le SMIC plus une centaine d'euros. Voilà. Donc il y a une vraie précarisation de ces professionnels. Donc ça ne fait pas rêver. Ça fait absolument pas. Et puis c'est des conditions de travail très difficiles. On parle d'enfants parfois polytraumatisés, avec des troubles de l'attachement, avec des troubles du comportement, et tout ça sans formation, des troubles du développement. Mais vous décrivez des situations hyper difficiles à gérer. Par nature, travailler aujourd'hui à l'aide sociale à l'enfance, c'est quelque chose de violent. Et c'est pas parce qu'il y aurait un système qui aurait été mal pensé uniquement. C'est aussi parce que c'est la spécificité de la protection de l'enfance. C'est un système qui n'a pas vocation à accueillir les enfants qui vont très bien, qui se portent le mieux dans la nation. C'est pas vrai. Au contraire, c'est les enfants les plus vulnérables. Donc, Elias le dit, il y a des modèles de placement aussi qui ont fait leurs preuves. Par exemple, on pense aux villages d'enfants. Qu'est-ce que c'est ? Alors, je laisse peut-être Elias expliquer. Les villages d'enfants, c'est pour moi l'un des meilleurs dispositifs aujourd'hui en protection de l'enfance. Ce sont des petites structures de taille maison qui ont à la base comme vocation d'accueillir des fratries pour ne pas séparer les fratries. Et je suis sûr qu'Isabelle en dira un mot après. Oui, on va en parler. Et qui fonctionnent de manière très particulière. C'est-à-dire qu'en fait, plutôt que d'avoir 4 professionnels différents dans la journée qui se relayent et qui changent toutes les semaines, c'est une personne qui vit avec les enfants 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pendant une amplitude de 10 jours. Et 10 jours plus tard, ce sera son binôme, une autre personne. Donc ça garantit une vraie stabilité. Pardon pour la comparaison, mais ça a très bien marché aussi avec les personnes âgées. Oui, tout à fait. C'est sorte d'EHPAD repensé en maison pour les personnes âgées. Voilà, c'est ça. Et l'ONU considère que l'accueil familial donc, de cette nature, dans des toutes petites structures... correspond mieux au développement des enfants. C'est pas que ça correspond mieux, c'est que... Enfin oui, ça correspond mieux, mais surtout c'est l'idéal pour la satisfaction des besoins fondamentaux de l'enfant et le respect de ses droits fondamentaux. Voilà. Pourquoi c'est important de passer par une fratrie ? Pardon, je vous donne la parole. Oui, on parlait des besoins fondamentaux de l'enfant et sont interdépendants des besoins, des droits de l'enfant. Et donc l'avocat doit se tenir aux côtés de l'enfant justement pour vérifier qu'on veille aux besoins de l'enfant. Et parmi ces besoins, il y a celui de ne pas être séparé de sa fratrie dans un certain nombre de situations, pas toutes, mais dans un certain nombre de situations, il y a de ne pas être séparé de ses frères et sœurs. Et ça, malheureusement, on accompagne tous les jours des enfants qui nous demandent quand est-ce qu'ils verront leurs frères, leurs petites sœurs. C'est horrible, ça crée des déchirements supplémentaires qui finalement s'ajouter à une situation déjà difficile. Profitent des temps d'audience qui sont des temps où dans la salle d'attente on arrive à se retrouver, on s'échange des dessins, des cadeaux, parce que ça fait 6 mois, ça fait 1 an qu'on n'a pas réussi à se voir. Il y a eu des cas de mamans tuées, féminicide, le père a commis un féminicide, les enfants de la fratrie ont été séparés. Mais, il faut s'imaginer le... Pardon, mais là on est à l'inverse du bon sens. Non, J'imagine que justement, il faut que les enfants restent ensemble. C'est une violence supplémentaire, en plus, commise par l'État. Et c'est ça qui, moi, me fait câbler, pardon, pour parler comme les jeunes, et je n'arrive pas à trouver d'autres mots, mon cerveau disjoncte. Le besoin fondamental de toute personne, vous, moi, nos enfants, c'est le besoin de s'attacher à une figure de confiance qui va s'assurer qu'on compte pour lui,
Qu'on manque de rien. Qu'on manque de rien, Ouais, mais bien sûr. c'est même pas qu'on manque de rien, le toit à manger, c'est que, moi je résume à ça, être aimé, c'est savoir qu'on peut compter sur quelqu'un et qu'on a quelqu'un sur qui compter. La chose dont on prive les enfants placés, c'est de l'amour avec un grand A, c'est-à-dire la certitude qu'ils ont quelqu'un sur qui compter et qui compte pour quelqu'un. Ces enfants-là, ils ont le sentiment très vite, et un sentiment qui s'ancre en eux, et c'est ça qui crée des dégâts à long terme, qu'ils ne comptent pour personne et qu'ils n'ont personne sur qui compter. Il n'y a pas ce lien d'amour qu'on a naturellement avec sa fratrie, en tout cas dans certains Et c'est la difficulté la question que doit se poser la République, c'est comment nous pouvons produire de l'amour avec un grand A. Comment nous pouvons Est-ce que c'est la mission de l'État de produire de l'amour Oui, avec alors un grand A? c'est une très bonne question parce que souvent on associe la politique d'aide sociale à l'enfance à une politique sociale, un peu comme les prestations, le RSA, etc. Sauf qu'il faut avoir en tête que c'est une des politiques les plus singulières de la nation. C'est une politique très intrusive dans la vie d'un être humain parce qu'on ne parle pas d'un accompagnement social uniquement, on parle bien d'un accompagnement qui relève davantage de la suppléance parentale. C'est-à-dire que dans des rares cas, alors c'est 400 000 mesures actuellement, mais ça représente quand même pas mal de personnes dans ce pays, l'État doit fournir à un enfant ce que n'importe quel parent a l'obligation de fournir à ses propres enfants. Donc ça suppose que l'État s'adapte aussi à cette réalité-là. La responsabilité est immense. Mais c'est phénoménal. Sinon, c'est phénoménal. Il ne faut pas qu'elle prenne cette responsabilité. Mais c'est notre honneur. C'est l'honneur de la France que d'avoir un système de protection de l'enfance qui garantit à ses enfants une suppléance parentale durable, avec des liens affectifs qui soient sécurisants et sécurisés. Tout ça, c'est extrêmement précieux. Donc non, la politique de protection de l'enfance, c'est une politique... c'est la plus particulière, c'est la plus singulière parmi toutes les politiques publiques, quelles qu'elles soient. Évidemment, je ne dis pas que c'est une mince affaire, mais aujourd'hui, on a quand même des années et des années de rapports, de constats, avec des centaines de propositions. La situation. Voilà, et les solutions, on les connaît par cœur, je veux dire. Et puis, il y a des solutions très concrètes qui ne coûtent pas d'argent, qu'on pourrait mettre en place, qu'on ne met pas en place, parce qu'il y a aussi un manque de volonté politique, et ce manque de volonté politique, il se traduit par un abandon total des professionnels et des enfants placés, mais surtout, il est le fruit, encore une fois, d'une idéologie qu'on remet peu en question, qui est celle de l'intérêt que l'on peut leur porter en raison ou pas de leur poids électoral. Il y a plein d'enfants, les enfants n'ont pas le droit de vote, et je crois que ça, c'est aussi un vrai sujet, c'est-à-dire que les responsables politiques, alors départementaux notamment, qui ont en charge de conduire cette politique publique, se disent « qu'est-ce que je vais aller me faire chier à rajouter encore des millions sur la table pour ces gamins, puisque de toute façon, ils ne voteront pas, leurs parents ne votent pas, donc moi, ça ne me rapporte rien. » Et ça, c'est une réalité. Mais évidemment, mais le nombre de départements qui préfèrent refaire les routes plutôt que de construire des foyers, on les voit, on les connaît. Hein. Donc non, il faut à un moment donné aussi interroger leur part de responsabilité dans l'échec de notre système de protection de l'enfance. Et moi, par exemple, je prône pour qu'on leur retire cette compétence parce que je pense que depuis 40 ans, ils ont fait suffisamment de désastres et de drames comme cela. Pour que cette compétence redevienne entre les mains de l'État, parce que c'est ce qui va nous garantir une vraie politique interministérielle, qui va permettre une cohérence aussi dans les dispositifs. Et vous faites confiance à l'État pour mener... Je ne fais pas du tout confiance à l'État, mais je fais confiance au Parlement pour contrôler ce que le gouvernement sera amené à faire. Parmi les propositions et les solutions qui sont sur la table, en tout cas pour mieux protéger ces enfants, il y a la présence systématique d'un avocat avec eux qui les accompagne. Pourquoi est-ce que c'est important ? Prenons le cas du petit Elliot, 8 ans, tondu par ses éducateurs. Ça n'aurait pas empêché qu'il soit tondu. Moi, je suis persuadée que si les éduteurs avaient su que cet enfant-là avait un avocat, peut-être qu'ils auraient retenu leurs mains. D'accord, donc c'est désincitatif. Mais on va plus loin, parce que il y a eu une audition à l'Assemblée nationale à laquelle que Aïda organisait. Il y avait les syndicats de travailleurs sociaux qui étaient là. Et parmi ces syndicats, je ne vais pas le citer, mais il y en a un notamment qui s'était prononcé en défaveur de cette mesure qui consiste à rendre obligatoire l'assistance d'un avocat pour chaque enfant placé, parce que, et il avait argumenté en disant que cela allait multiplier le risque de dépôt de plainte contre des éducs maltraitants, et que lui, son rôle en tant que syndicaliste, c'était de défendre les travailleurs quoi qu'il arrive, et y compris quand ils merdaient, qui commettaient des violences contre des gamins de l'ASE. Donc vous voyez quand même là où on en est, hein, c'est terrible. Hein. Et peut-être vous dire 2 mots du travail de l'avocat aux côtés d'un enfant. Évidemment, oui. Comment est-ce qu'on les accompagne ? Ça doit pas être... Voilà, l'avocat d'abord c'est un technicien du droit, donc il est là pour faire exister des droits qui ne doivent pas rester des droits de papier. Ensuite, il est doté d'une déontologie qui est protectrice pour l'enfant. Il sera l'avocat de l'enfant et de personne d'autre dans le même dossier. Donc il y a un lien de confiance qui se crée. Tout à fait. Être quelqu'un pour toi, moi je le dis très souvent en rendez-vous, tu es quelqu'un d'important pour moi. Donne-moi de tes nouvelles, je sais que tu vas faire un stage, fais-moi un mail pour me dire, dis-moi si tu as réussi à voir ton frère ou ta sœur. Voilà. Donc l'avocat, il est également doté de cette déontologie, le secret professionnel, très important. Très important si on veut très important pour mettre en confiance dire des choses qu'on a du mal à dire. Complètement. Bien sûr. Et puis spécialement formé pour accompagner ces justiciables qui ne sont vraiment pas comme les autres.
Et donc, l'avocat, il va recevoir l'enfant à son cabinet, il va lui expliquer qu'on va se retrouver dans un tribunal. C'est quoi un tribunal? On va rencontrer qui? Le juge, le greffier. Oui, on remet du cadre aussi dans complètement. tout ça, c'est Et important. moi, je sers à quoi? J'ai une robe d'avocat. Est-ce que tu veux la voir? Tu veux la toucher? Est-ce que tu veux savoir le sens de cette robe? Et le sens de cette robe, c'est que moi, je vais m'effacer derrière ta cause parce que ta cause, elle est plus importante que tout. Et que moi, je suis là pour t'épauler, t'accompagner, accompagner ta parole. Et donc, le jour de l'audience, l'enfant, il est accompagné par quelqu'un qu'il connaît et il va pouvoir exprimer une parole qui aura été préparée. Il aura compris les enjeux, il saura pourquoi on s'inquiète pour lui. Et il doit ressortir de la salle en se disant j'ai réussi à dire tout ce que j'avais à dire. J'ai été écoutée et potentiellement j'ai été compris. Alors après, il y a une deuxième chose qui est importante, c'est que si le juge considère que cette parole n'est pas conforme à son intérêt, il va prendre une décision qui n'est pas celle que l'enfant attend. D'accord. Et il est particulièrement important que l'avocat soit aux côtés de l'enfant, qui a mobilisé toute cette énergie pour apporter une parole qui finalement ne sera pas celle qui aura été retenue dans la solution. Et donc là, il faut vraiment que l'avocat soit là pour pas rajouter de l'incompréhension. Il faut faire de la pédagogie, il faut être capable d'expliquer ce qui s'est passé. Voilà, exercer les voies de recours quand il est nécessaire d'en exercer. Et puis surtout, ensuite, accompagner l'enfant. Parce que le juge, il le voit à chaque fois qu'il va fixer une date d'audience. Mais entre-temps, il ne le voit pas. Il n'est pas forcément informé d'un changement de lieu de placement. Et il y en a des ruptures. Et on se disait qu'il faudrait avoir une fresque en ouverture de dossier d'un enfant pour savoir où il a commencé, quand est-ce qu'il a été changé, combien de lieux il a fait différents, voilà. Et il n'est pas rare que ce soit l'avocat qui vienne toquer à la porte du bureau du juge en disant « Est-ce que vous êtes au courant qu'on s'apprête à le changer alors que ça fait 15 ans qu'il est dans un endroit où il est parfaitement bien, on s'apprête à le changer pour X ou Y raisons administratives qui n'ont rien à voir avec son intérêt. » Et donc l'avocat, il est à la fois le fil rouge et à la fois celui qui va venir alerter le juge d'un certain nombre de situations. Je vous trouve formidable et très Elle est incroyable. émouvante, vraiment. Elle est incroyable. On aurait tous rêvé, gamin, de l'avoir comme avocate, moi le premier. Et c'est ce que je voulais rajouter, c'est que quand on a fait ce travail de préparation de la loi d'Aïda, on était donc un collectif d'anciens enfants placés et on s'est tous posé cette question. Si j'avais eu un avocat, qu'est-ce qui aurait changé et ça aurait changé dans ma beaucoup vie? de choses. Mais tout. La réalité, c'est que ça aurait tout changé. Moi, par exemple, j'ai été placée à la naissance parce que ma mère a une maladie mentale, elle est sous tutelle, elle a quand même conservé l'exercice de l'autorité parentale jusqu'à ma majorité. D'accord. Et ce qui, malheureusement, a rendu mon adoption simple impossible, notamment désirée par ma première famille d'accueil. Mais si j'avais eu un avocat à cette époque, l'avocat aurait pu soulever ce point-là, aurait pu faire valoir aussi mon désir de pouvoir être adopté par ma première famille d'accueil. Et je n'aurais même probablement pas été placée à l'ASE pendant 18 ans, ou quand j'ai été victime de maltraitance en foyer, violence connue des professionnels, des éducateurs, tout se sait dans un foyer. Personne ne m'a entendu, personne ne m'a écouté à cette époque, mais j'aurais eu mon avocat, et mon avocat, il aurait pu saisir la justice pour moi, il aurait pu obtenir réparation pour les violences qu'on m'avait infligées. Donc c'est une manière de faire entendre la voix des enfants. Mais c'est un contre-pouvoir immense pour un enfant placé d'avoir son avocat. C'est celui qui est là. Et ça peut renverser un système qui est sclérosé, qui ne fonctionne plus, et des éducateurs qui se sentent... On parlait tout à l'heure d'impunité. Alors, ça ne va pas être la seule solution pour tout résoudre, mais c'est une mesure vitale, nécessaire, c'est la plus prioritaire des prioritaires. D'ailleurs, moi, à la suite quand Isabelle Santiago a rendu son rapport, je me suis tournée vers le comité de vigilance des anciens enfants placés qu'on avait fondé avant que je sois députée avec l'AS. Je dis, dans toute la liste des préconisations, laquelle est la plus urgente? Ils m'ont pointé celle-ci, la présence obligatoire et systématique d'un avocat. Je dis, banco, on y va. Je reprends l'exemple de Mamedi. Mamedi, il était dans un foyer où tout allait bien. Il était très heureux. Ça reste d'ailleurs un foyer exemplaire dans le Val-de-Marne. Le juge, lors d'une audience, a décidé le retour chez son père et sa mère. Le père n'était pas présent à l'audience. Donc je pense que l'avocat de Mamedi, s'il avait été à ses côtés, aurait dit, sans doute, je ne veux pas traduire dans les termes juridiques, mais je pense que, maître, vous auriez soulevé, je pense, une irrégularité et qu'il aurait pu y avoir une deuxième décision. Vous voyez, cette décision était absurde. Et il a été placé donc dans ce foyer Génère, le fameux foyer de Paris où les violences ressortent aujourd'hui. Et c'était la descente aux enfers pendant 2 ans, jusqu'à son hospitalisation et pour qu'il puisse être sauvé à la fin. Mais au prix de dommages sur sa santé physique irréversible. Bien sûr. Une dernière chose sur cette proposition de loi.
je ne veux pas laisser penser à vos auditeurs que c'est fait, on a gagné, la loi existe et le droit a été créé. Parce que c'est ce qui est revenu, il y a eu une espèce d'enthousiasme, je l'ai vu sur les réseaux sociaux, enthousiasme populaire, bravo, vous avez créé un nouveau droit. Tant mieux, mais je tiens à alerter tout le monde, ce n'est pas fait. Tant que le Sénat ne se saisit pas de cette proposition de loi-là, ne l'inscrit pas à l'ordre du jour pour qu'elle soit examinée, ma proposition de loi peut rester dans les cartons de l'Assemblée nationale. Et ça, c'est pas tolérable. Il faut absolument éviter ça. Donc, qu'est-ce que peuvent faire vos auditeurs qui vous écoutent? Ils peuvent venir donner de la force à cette proposition de loi. Deux choses très simples. Écrire aux sénateurs, ça marche. Interpeller le gouvernement, ça marche. Oui, tout à fait. J'ai pu le constater, moi, en tant que députée. Quand vous recevez une salve de mails sur un sujet, 10 mails, vous en saisissez peut-être plus naturellement. On se dit, tiens, il y a un sujet. Donc, on demande à nos équipes de regarder. Si demain, chaque sénateur reçoit 10 mails pour leur dire, attention, cette proposition-là, pour nous, elle est importante, vous devez absolument l'examiner pour que ce droit devienne réel, ça fera bouger. Et je profite pour dire, j'ai mis en ligne une pétition. Donc, j'invite toutes les personnes qui souhaitent donner de la force à cette proposition de loi, allez signer cette pétition, comme ça nous pourrons dire au gouvernement et au Sénat, regardez, on a du soutien, c'est une mesure populaire, ça ne concerne pas que les premiers concernés, les enfants placés, leurs familles, allez signer. Si le Sénat ne décide pas de l'inscription à l'ordre du jour de ce texte, il trahit les enfants placés. La victoire qu'on a obtenue la semaine dernière à l'Assemblée nationale a nourri énormément d'espoir dans toutes les générations, chez les plus jeunes qui viennent tout juste de sortir de l'ASE. Et cet espoir ne peut pas être trahi maintenant. C'est impossible, les sénateurs ne peuvent pas nous faire ça. Vous restez optimiste ? Dès l'année prochaine, il faut qu'un groupe politique au Sénat, peu importe lequel, on s'en fout, mais il faut qu'un groupe politique inscrive ce texte dans le cadre d'une niche à l'ordre du jour de leur assemblée. C'est fondamental. Et s'ils le font, ce serait un grand pas que la protection de l'enfance ferait. Ce serait un bel héritage que notre génération pourrait léguer aux suivantes. Et croyez-moi, ils en ont besoin. Merci beaucoup. Merci infiniment à tous les trois pour ce débat passionnant et ces discussions autour de l'aide sociale à l'enfance suite au drame du petit Elliot. Merci encore et on passe tout de suite à l'entretien culture. En culture aujourd'hui, on bascule totalement dans l'esprit de Noël avec le marché de Noël de La Villette, un véritable voyage en Suisse avec une centaine de charmants chalets accolés à une patinoire et une grande roue. Artisanat, gastronomie, moment de partage, tout est fait pour y passer du temps en famille et se mettre dans l'esprit des fêtes de fin d'année. On en parle avec vous. Greta Poggi, vous êtes directrice de projet stratégique chez Fever. Vous avez transformé le parc de La Villette en un espèce de véritable village enchanté de Noël. L'idée, c'est aussi de nous faire voyager dans ce qu'on fait de mieux dans les marchés de Noël en Europe. Exactement, c'est exactement ça. Donc, on a ouvert Noël La Villette le 20 novembre, qui sera ouvert jusqu'au 28 décembre. Et l'idée, c'est vraiment, c'était de créer un marché féerique avec, on a plusieurs des 100 chalets. On a aussi un grand roue, on a un patinoire, un manège, donc vraiment tous les éléments qui peuvent rendre une marché féerique et unique. Et donc, oui, on l'a bien installé à La Villette et qui était déjà un lieu en fait incontournable et connu par les Parisiens. Et les familles pour venir s'amuser avec leurs enfants. Exactement, c'est bien ça. Moi, j'ai vécu en Alsace, donc c'est vrai que j'ai connu des marchés de Noël de très haut niveau. C'est vrai aussi en Allemagne, c'est vrai aussi en Suisse. Vous avez essayé de nous faire vivre cette atmosphère toute particulière, cette ambiance alpine qu'on retrouve au marché de La Villette. Oui, exactement. Si, en fait, les visiteurs qui se rendent sur Noël La Villette, ils peuvent vraiment découvrir les touches suédoises, on peut dire, les touches suisses, parce que ces marchés de Noël, effectivement, ça a été une coproduction et un partenariat entre Fever, qui est la plateforme pour la découverte des divertissements et des loisirs, et notre partenaire des Swiss Christmas Village, qui est en gros, ils sont les leaders dans la création des marchés de Noël en Suisse. Ils en ont 7 et vraiment on voulait reprendre ces savoir-faire et lui ramener aussi en France pour lui faire découvrir aux Parisiens. J'aime beaucoup l'affiche, je la trouve très belle, on peut la regarder ensemble. Elle donne l'idée d'un marché de Noël très traditionnel avec ses chalets. On a parlé d'une centaine de chalets qui sont autour de la fontaine au Lion. Ils sont richement décorés, ils viennent constituer cet esprit de Noël. C'est vrai qu'on a vu une multiplication des marchés de Noël à Paris, en Ile-de-France. C'était important pour vous qu'il y ait vraiment cet esprit de Noël et ce côté marché de Noël traditionnel.
Totalement, totalement. Effectivement, pour nous, l'important, c'est vraiment ramener l'esprit authentique aussi de la Suisse, mais aussi des marchés de Noël en général, avec un mélange des cultures parisiennes et de cette effervescence parisienne. Donc, on a vraiment essayé de lui faire, grâce à la sélection, par exemple, des exposants qui sont dans les marchés de Noël, qui varient. La sélection a été difficile, j'imagine, parce que vous vouliez valoriser une certaine idée aussi de l'artisanat. Exactement. Pour nous, l'artisanat, c'était vraiment au cœur de ces marchés de Noël. Donc, on a essayé vraiment de sélectionner minutieusement soit des artistes et des producteurs émergents, soit à la fois aussi des artistes et des producteurs et des artisans bien connus, bien confirmés sur la scène, qui en fait donnent ces très riches variétés et offrent une très riche variété des produits quand les visiteurs se rendent sur place. Avec la volonté aussi de mettre à l'honneur la création locale. Qu'est-ce qu'on peut trouver par exemple ? Exactement, oui. On peut trouver par exemple des ateliers, des chalets avec des ateliers des Suisses, par exemple avec des marques très bien connues de la Suisse comme Freytag. On peut trouver vraiment des chalets avec des céramiques, on peut trouver beaucoup des chalets des créations des bijoux, des chalets avec des pièces des vêtements faits artisanalement. Donc vraiment, il y a une très grande variété des avec à chaque produits. Fois derrière des artisans, des créateurs qui viennent présenter leur production et c'est aussi l'occasion d'échanger. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent faire leur cadeau de Noël ? Oui, effectivement. Ça, c'était un peu l'idée, vraiment, qui dans les marchés de Noël, notre visiteur peut vraiment trouver leur cadeau de Noël et voilà. Et donc, vraiment acheter des vrais produits authentiques et artisanaux, en fait. Qui dit convivialité dit aussi gastronomie. Il y a une grande place qui est laissée à la gastronomie. C'est vrai que ça fait aussi partie de ce qu'on aime retrouver dans les marchés de Noël. Ça peut être le vin chaud, ça peut être le chocolat chaud, ça peut être un certain nombre de spécialités. On trouve notamment un très 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 joli chalet à fondue zurichois dans un joli décor en bois. Du côté de la carte, c'est le chef étoilé Benjamin Plesque qui va signer des revisites finalement de cet incontournable de la fondue. Vous en êtes fiers, c'est un endroit assez génial quand même. On a l'impression d'être au ski. Oui, exactement. C'est vraiment une atmosphère alpine. Et effectivement, comme vous avez bien mentionné, il y a ces chalets à fondue zurichois où on peut retrouver vraiment les plats plus incontournables de la tradition suisse. Mais il y a aussi beaucoup de chalets, beaucoup de scènes avec à la fois produits suisses comme la raclette, mais aussi produits français comme la tartiflette ou encore plus produits en fait qui viennent de tout le monde. Alors moi, j'ai vu justement en effet des propositions gastronomiques de toute la scène culinaire internationale. Là, on perd pas un peu l'esprit de Noël quand on propose, je sais pas, j'ai vu des banh mi, j'ai vu des plats coréens. On reste quand même dans l'esprit de Noël. On reste quand même dans l'esprit de Noël, mais on a essayé vraiment de donner aux visiteurs l'amplitude et la variété la plus possible, en fait, au niveau des nourritures. Et voilà. Est-ce qu'il y a aussi les incontournables? Je pense évidemment au vin chaud, je pense traditionnel saucisse frites, je pense à ces petites tartes flambées, Flammenkuche et autres. Est-ce que ça aussi, ça fait partie de ce qu'on peut retrouver? Oui, bien évidemment. Les vins chauds, c'est absolument une des boissons les plus incontournables. En fait, on ne peut pas appeler un marché de Noël s'il n'y a pas du vin chaud. S'il n'y a pas de vin chaud. Même si on chaud. consomme bien sûr avec modération. Mais effectivement, on peut retrouver de la chocolat chaud, vin chaud et tous ces boissons qu'en fait on veut vraiment retrouver dans ces périodes hivernales et voilà. À tout ça s'ajoute une programmation culturelle et des animations qui sont récurrentes. On va déjà parler de ce qu'on peut voir quand on arrive, cette patinoire qui est magnifique. Ça, c'est vrai que c'est un incontournable des fêtes de fin d'année. Moi, j'ai de très jolis souvenirs sur la patinoire. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous d'en intégrer une à ce marché de Noël ?
Et bien évidemment, la patinoire, c'est vraiment une attraction qui rend en fait les marchés féeriques, donc qui rend les marchés uniques. Donc pour nous, c'était vraiment important de l'avoir. Et en plus, ça nous rend possible de proposer à nos visiteurs des animations, comme par exemple, il y a eu plusieurs fois où des patinateurs professionnels, ils sont venus faire des vrais des démonstrations et des shows. Voilà, exactement. Donc c'est aussi l'occasion, en effet, d'avoir une programmation événementielle qui ponctue ces moments qu'on partage. Il y a bien sûr des manèges, ça fait partie aussi un peu de l'âme de ce parc de la Villette. Et il y a une grande roue. La grande roue, finalement, elle permet de découvrir aussi un bout de Paris et ce marché de Noël de la Villette. Exactement. La grande roue, c'était une des autres attractions un peu clés qu'on a voulu vraiment mettre dans les marchés. Mais comme vous avez bien dit, la programmation c'est très variée et surtout on a essayé de travailler vraiment pour rendre, en fait, pour animer les marchés pour les plus grands et les plus petits. En fait, il y a pas mal des ateliers par exemple pour les enfants, il y a des concerts. Il y a beaucoup d'ateliers, de concerts. C'est quoi les prochains événements auxquels on doit s'attendre et auxquels on peut assister ? Il y aura encore des concerts, par exemple. Il y aura des ateliers pour les enfants dans un petit coin vraiment dédié qui est aux enfants avec des petits chalets qui est pour eux. Et voilà, il y aura pas mal des surprises, mais je ne veux pas tout vous dire. Ouais, exactement. On se doute que c'est des lieux qui sont conçus pour les familles, pour que les enfants puissent évidemment en profiter, rentrer dans cette féerie de Noël, pour que les familles puissent aussi s'y retrouver, pour que les amis se retrouvent autour d'un verre. C'est donc un endroit de convivialité. Est-ce que vous avez aussi remarqué que ça crée de l'attractivité touristique ? Est-ce que vous avez entendu parler autre chose que français dans ce marché de Noël de la Villette? On l'a entendu effectivement. Oui, je dois être honnête, ça attire aussi beaucoup de touristes, donc on est bien content pour ça. Mais les cibles et l'audience restent une cible plutôt locale. Oui. Comment est-ce qu'on rivalise avec tous les marchés de Noël dans Paris et en Ile-de-France? Certains sont plus traditionnels que d'autres, certains sont plus réussis que d'autres aussi, certains sont plus petits aussi, plus à taille humaine, d'autres sont plus conséquents, comme celui du marché de Noël de la Villette. Comment est-ce qu'on se bat pour qu'on vienne dans son marché de Noël? Effectivement, la compétition est très haut, surtout à Paris, mais je trouve que notre marché de Noël à la Villette, a vraiment des points de force que les autres marchés n'ont pas. Je pense à la qualité vraiment dont on parlait des exposants, la qualité de la scénographie, la qualité des décorations, et en plus, c'est le premier marché suisse à Paris. Et on peut y manger une fondue. Et on peut y manger en fondue. De tous les marchés de Noël. Une vraie fondue traditionnelle zurichoise. D'un restaurant vraiment avec une atmosphère rapide. Oui. Donc, ça, c'est difficile de rivaliser. Ouais. Une toute dernière question, il est ouvert jusque quand, ce marché de Noël? Jusqu'au 28 décembre. Jusqu'au 28 décembre. Donc ça nous laisse encore un petit peu de temps pour aller le découvrir, ou en semaine, ou le week-end avec nos enfants. Merci beaucoup Greta Vogui d'être venue nous présenter ce marché de Noël de la Villette dont on revoit l'affiche qui est magnifique. Merci beaucoup d'être venue nous en parler. Et on passe tout de suite au Figaro Histoire nous raconte. Le Figaro Histoire nous raconte une page de l'histoire de France. C'était le 15 décembre 1840, le retour des cendres de Napoléon. On va en parler avec vous, bien sûr. Geoffroy Cailly, en 1840, sous le règne de Louis-Philippe, la France décide de rapatrier aux Invalides les restes de Napoléon depuis l'île de Sainte-Hélène, un événement politique et symbolique. Oui, exactement. À l'origine de la décision de Louis-Philippe, il y a un événement littéraire qui est la publication en 1823 du Mémorial de Sainte-Hélène par le comte de Lascazes. C'est vraiment le livre qui va créer, en tout cas perpétuer dans les mémoires de ceux qui ne l'ont pas connu, la légende de Napoléon. La littérature, le romantisme en particulier, Victor Hugo s'empare de l'image de Napoléon et elle hante tous les écrivains, Stendhal, Balzac et plein d'autres. Rappelons-nous Fabrice Del Dongo dans La Chartreuse de Parme. Napoléon et la légende de Napoléon vraiment prend son envol. Alors en 1840, Louis-Philippe fait cette proposition à la Chambre qui va faire l'objet d'une loi de rapatrier depuis
depuis l'île de Sainte-Hélène où l'empereur est mort en 1821, donc en territoire britannique, le corps de l'empereur, de façon à renforcer le prestige de la monarchie de Juillet, qui est née en 1830, pour aussi apaiser les partisans de l'Empire, qui sont toujours nombreux. Et puis... Est-ce qu'on peut aussi rendre hommage à l'homme ? Oui, oui, parce que pas tout de suite comme question. Si, Louis-Philippe est obligé de tenir compte justement de cet engouement extraordinaire de l'opinion publique pour Napoléon, et tout ça va rentrer dans son calcul. Donc c'est autant un événement politique que mémoriel, c'est ce qu'on veut comprendre. C'est vraiment les deux. Est-ce que c'est vraiment l'initiative de Louis-Philippe ? Alors, en réalité, non. Ça n'est pas tant le roi qui n'a pas une admiration extraordinaire pour Napoléon que Adolphe Thiers, qui lui est le président du Conseil et qui est historien. Il a commencé par écrire une histoire de la Révolution française et surtout une histoire du consulat et de l'Empire. Et donc, faire revenir les cendres de Napoléon en France, pour lui, c'est un peu le couronnement de son œuvre, mais c'est aussi une façon de se raccorder au grand projet de Louis-Philippe, qui est à Versailles, la constitution du musée de toutes les gloires de la France. Et justement, en parlant de gloire de la France, celle de Napoléon est à son plus haut sommet pour les raisons qu'on a dites à ce moment-là. Donc, pourquoi pas également faire revenir l'empereur pour cette raison-là. Et puis, il y a une dernière raison, c'est finalement l'exécution même du vœu que Napoléon avait formulé dans un codicille de son testament, où il avait exprimé le désir d'être, je cite, inhumé sur les bords de la Seine, au milieu de ce peuple français que j'ai tant aimé. C'est le 16 avril 1821 qu'il écrit cette phrase et elle est maintenant écrite en toutes lettres dans la crypte des Invalides. Comment on va se préparer cette opération qui doit être compliquée à mener ? Oui, parce que le gouvernement français doit négocier avec la Grande-Bretagne, c'est ce qu'il fait. La Grande-Bretagne accepte de restituer le corps de l'empereur, d'ailleurs de façon assez... c'était facile ? Un peu, oui, de façon un peu ironique d'ailleurs de dire bon, vous le revoulez, on vous le rend, et tout, voilà. Vos régimes changent, apparemment vous êtes à nouveau aficionado d'un de vos anciens dirigeants, si vous voulez qu'on vous rende le corps, on vous le rend. D'accord, donc il y a un peu d'ironie dans tout ça. Il y a un peu d'ironie dans la réponse anglaise. La mission est confiée au prince de Joinville, qui est le fils de Louis-Philippe, qui est officier de marine, qui va commander la frégate la Belle Poule, qui va chercher la Belle Poule. Hein, il y a toute une escadre, et la frégate principale, c'est la Belle Poule. Alors, le prince de Joinville, il n'est pas très heureux d'aller chercher le corps de l'empereur. Il estime que c'est une besogne de charretier ou, je cite, de croque-mort. Oui, d'accord, en effet. Donc, dans le rôle de l'entrepreneur de pompe funèbre, il n'a pas tellement envie d'y aller. Et puis, en plus, ce voyage est extrêmement long. C'est long, non ? Oui, c'est très long. Le 7 juillet 1840, la Belle Poule et l'escadre partent de Toulon, avec à son bord des officiers, des marins, des médecins, des prêtres également, pour récupérer les restes de Napoléon à Sainte-Hélène et les rapporter à Paris. Mais, alors, le ciel est très clair quand la frégate part et il fait beau, mais malgré tout, le voyage va être très très long puisqu'il va durer 3 mois complets. Donc on comprend le peu d'enthousiasme du prince de Joinville. Ça, c'est le temps du voyage. Est-ce que c'est le temps de l'opération ? Non, l'opération, elle est assez rapide, hein, mais il faut quand même enquiller. C'est 93 jours en mer, l'Atlantique Sud, c'est loin, c'est surtout une zone extrêmement agitée. Et il faut attendre le 8 octobre vraiment pour que la Belle Poule accoste à Sainte-Hélène. Et alors là, les cérémonies sont relativement rapides. Et la première chose qui frappe les participants à l'expédition, c'est que le corps de Napoléon, dont on rouvre le cercueil, est retrouvé. Il est enterré dans un petit vallon à proximité de la maison de Longwood, où il a fini sa vie. Et on le voit sur l'illustration, qui ne ment pas, le corps est retrouvé dans un état vraiment remarquablement conservé. Ça vient nourrir le mythe. Hein. Ça vient nourrir le mythe, évidemment, de Napoléon, puisque vous savez qu'on dit souvent que les corps qui sont bien conservés sont ceux des saints en particulier. En réalité, c'est surtout lié à la condition même du corps et à la condition de la terre qui l'accueille. Et alors, on met ce corps de Napoléon dans 4 nouveaux cercueils, 2 en acajou, le premier et le dernier, et entre deux autres cercueils en plomb et en fer blanc, de façon à ce que le corps puisse supporter la traversée. Et il suffit d'une semaine, puisque le 15 octobre, une cérémonie de levée de corps est organisée à Sainte-Hélène, et la Belle Poule, chargée du corps de Napoléon dans ces 4 cercueils, prend la mer. Est-ce que ça se fait en grande pompe, ce départ de Sainte-Hélène aussi ? Oui, il y a toute une cérémonie qui est là, on la voit un peu sur l'écran. Il y a évidemment une prise d'armes, hein, vous voyez les soldats à l'arrière-plan, et puis les habitants de Sainte-Hélène qui sont très curieux de voir l'empereur qui part. Oui, c'est à tout d'une cérémonie officielle. C'est une sorte de première cérémonie officielle. La cérémonie suivante, ça sera celle vraiment des Invalides. Oui, donc le corps prend la mer, direction Paris. Là, c'est le même temps de trajet dans l'autre sens ? Oui, à peu près.
Alors c'est un petit peu plus rapide malgré tout, mais le navire prend son temps parce qu'il ne peut pas se permettre évidemment de sombrer avec une cargaison aussi précieuse moment, à son bord. L'équipage veille constamment sur la dépouille de l'empereur. Et puis enfin le 6 décembre, la belle poule arrive au port de Cherbourg. Et là le cercueil, on le voit à nouveau à l'écran, est transféré sur un convoi terrestre qui va remonter la Seine jusqu'à Paris. À nouveau une cérémonie. Et puis quand le corps arrive à Paris, on prépare à Courbevoie, à l'ouest de Paris, un char funéraire monumental. C'est celui sur lequel l'empereur va faire son entrée dans la capitale, le long de cette Seine donc qu'il a tant aimée. Et là, des vétérans de l'Empire, on le voit à nouveau sur la gravure, se tiennent prêts à escorter le char de Napoléon. Comme organisation. C'est gigantesque et qui va remonter vraiment jusqu'aux Invalides, c'est-à-dire dans tout le cœur de Paris. Comment a été choisi le lieu de la sépulture ? Alors, ça a été assez rapide avant qu'on se décide pour les Invalides, mais on a quand même parlé de Saint-Denis, la basilique des rois de France. Alors, ça aurait été quand même très différent, parce que l'empereur était, je le rappelle, même si c'est sur le papier, le chef d'État d'une république. La République et le gouvernement de la République est confié à l'empereur. Ça aurait un peu juré à Saint-Denis. Ça aurait un peu juré, parce que c'est quand même deux systèmes de gouvernement complètement différents. On a pensé à d'autres bâtiments. Également l'Arc de Triomphe, qui a été fini quelques années avant, en 1836, l'arrivée du corps de Napoléon, à la colonne Vendôme également, mais aussi le Panthéon, la Madeleine. Et finalement, on s'est dit que l'empereur militaire, évidemment, avait sa place aux Invalides, qui est un haut lieu de l'armée depuis Louis XIV. À quoi va ressembler sa réinhumation ? Alors, le 15 décembre 1840, nous y sommes. Il fait un froid glacial de moins 10 degrés. Et si je vous parle de froid glacial à mois de décembre... Une blague terrible. Vous alliez faire quoi comme blague ? Ça conserve. Ça conserve, c'est vrai, mais je vous ai dit que le corps de l'empereur n'en avait pas besoin. En revanche, ça rappelle un 2 décembre 1804. Le sacre. Le sacre, on en a parlé il y a très peu de temps, où à nouveau il faisait glacial. Donc décidément, Napoléon est abonné aux temps glaciaux de décembre et des quantités d'habitants, de Parisiens se pressent le long du cortège. Depuis le pont de Neuilly aux Invalides, ils escortent le cercueil de l'empereur. Le char funéraire s'avance, il est tiré par 12 chevaux caparaçonnés, entouré d'officiers en grande tenue, et il descend comme ça les avenues. Là, il arrive aux Invalides. Aux Invalides, il y a le roi Louis-Philippe et des vétérans de l'Empire, comme le général Bertrand, qui a été à Sainte-Hélène, et le maréchal Gourgaud. Le maréchal Gourgaud dépose un drapeau sur le cercueil de Napoléon. Et le cercueil est descendu dans la chapelle Saint-Jérôme, parce que le vrai tombeau, celui qu'on admire aujourd'hui, la grande crypte de Louis Visconti, et surtout ce magnifique tombeau en quartzite rouge, n'est pas encore terminé. Il est dessiné simplement. Il ne sera inauguré qu'en 1861, sous le Second Empire. Est-ce qu'il y a de l'émotion ? Est-ce que les soldats qui sont présents sont émus, les citoyens ? Oui, parce que tous ces soldats l'ont connu, donc lui avoir dit adieu quand il partait à Sainte-Hélène, après la défaite de Waterloo, ça a été un arrachement pour eux. Et le voilà qui revient, même mort certes, mais le retour de la dépouille de l'empereur, précédé de cette aura mythique qui existe en France depuis au moins le mémorial de Sainte-Hélène, depuis 1823. Oui, c'est un message assez fort. C'est un message très fort et ça donne une aura magique vraiment à cette cérémonie absolument extraordinaire. Est-ce qu'il y a un sens à cette opération derrière ? Oui, sens politique. Il y a évidemment l'hommage funéraire, mais évidemment, Louis-Philippe a cherché malgré tout à s'appuyer sur ce retour des cendres pour asseoir son pouvoir. En réalité, ça ne va pas vraiment marcher parce qu'il ne va pas pouvoir tirer vraiment un bénéfice politique de cette opération. Les Français se sont quand même écartés de la cérémonie, puisque une fois que le corps arrive aux Invalides, ils ne le voient plus. Et à leurs yeux, finalement, le contraste entre l'empereur, personnalité assez extraordinaire, et le roi bourgeois Louis-Philippe, qui est une personnalité quand même de second plan, jure un peu et reste bien sûr en défaveur de Louis-Philippe et la monarchie de Juillet. Pardon, mais en plus ça a dû coûter une fortune, non, tout ça ? Oui, alors il y a quand même une loi à l'époque qui a entériné... Oui, donc il a validé le projet. Le projet a été validé démocratiquement, mais il est sûr que les frais ont été importants, puisque le quartzite rouge que l'architecte Visconti a fait venir de Russie a coûté cher, et jusqu'à la dernière pierre qui va être posée en 1861, évidemment, le coût des funérailles aura été important. Et on précise qu'un second retour des cendres aura lieu dans un tout autre contexte. Oui, le 15 décembre 1940, pile un siècle plus tard, l'Allemagne nazie, dans la France occupée, fait revenir le corps, on le voit à l'écran, de l'Aiglon, le duc de Reichstadt, le fils de Napoléon. Il est inhumé aux Invalides près de son père. Il était à Vienne jusque-là. Et évidemment, la cérémonie est glaciale à nouveau dans tous les sens du terme, puisque la crise, évidemment, a éclaté entre le Reich et Vichy depuis le renvoi de Pierre Laval. Et à cette époque où la France a été spoliée de ses mines de charbon par l'Allemagne, les Parisiens murmurent, ils nous prennent le charbon, ils nous rendent les cendres.
On s'est râlé, mais on reste ironique et on a même une pointe d'humour dans les moments difficiles. On garde l'humour français, même dans les moments difficiles. Même dans les moments difficiles. En tout cas, père et fils sont réunis maintenant aux Invalides. Et on peut évidemment continuer à aller voir ces dépôts. Oui, bien sûr. C'est quand même un lieu absolument magnifique. Extraordinaire. C'est une crypte funéraire à l'antique. Tout est fait pour inviter au recueillement. Et l'impression grandiose qui se dégage de ce lieu est magnifique. À chaque fois, j'ai le souffle coupé. Ah, il y a de quoi. Merci beaucoup Geoffroy Cahier de nous avoir raconté cette page de l'histoire de France et le retour des cendres de Napoléon aux Invalides. Ça y est, c'est les vacances pour vous. Je rigole. Oui. En tout cas, on vous retrouve après les vacances de Noël et les fêtes de fin d'année. Oui, avec grand plaisir. Pour de nouvelles chroniques Histoire. Moi, je vous vois demain et en attendant, je vous souhaite une excellente soirée sur le Figaro TV. À demain.